Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vais refaire quelque chose que j'ai déjà fait, à savoir tester la Creality Falcon 2 qui se trouve dans ce carton. Je l'avais déjà testé en version 22 watts, mais c'est quand même une vidéo nouvelle parce que cette fois-ci, on va la tester avec un laser de 40 watts. Et on va voir si ça vaut le coup d'investir dans quelque chose de plus puissant. Vous pouvez retrouver le test de la Falcon 2 ici et dans la description de la vidéo. Et sans plus attendre, on va ouvrir ce carton et regarder ce qu'il y a dedans. On a un petit peu de doc comme d'habitude, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Alors déjà, ce qui saute aux yeux, il y a deux choses gigantesques. Il y a la tête de laser, évidemment, hein, plus il y a de laser, plus la tête est grosse. Et la lime, qui elle aussi a pris du poids. Après, le reste n'a pas changé, hein. Le câble d'alim, les lunettes, la pompe à air, qui est livrée de série et c'est très bien. Quelques échantillons des pieds pour surélever la machine, le câble USB et une cale pour faire la focale. Alors ça, par contre, c'est un petit peu dommage. Il aurait été temps que Creality se mette à la page et mette une pige à la place d'une cale, mais bon, c'est pas grave. On a ici les pieds. Ça, ce ne sont pas les pieds, ce sont des rallonges de pieds qui permettent de surélever la machine et d'utiliser le Rotary qui est en option et qui se trouve ici normalement. Ici, on a un peu de quincaillerie, des outils et la clé USB. Et la machine est livrée montée. Et ça, c'est top. Ah. Et il y a aussi une plaque de protection pour les découpes. Je vous conseille de prendre une plaque plus grande que celle-ci, parce que vous voyez les dimensions par rapport à la machine. On est loin de la surface de travail utile. Et ce que je vous conseille surtout, c'est de ne pas utiliser juste une plaque, mais d'utiliser une grille alvéolaire pour que le laser et les gaz chauds puissent passer sous la pièce, et ça améliore grandement les découpes. Et voilà le châssis de la machine. Alors au niveau du montage, ça va aller très vite, hein. Il faut d'abord retourner la machine. J'essaie de faire attention au tuyau pour ne pas l'abîmer. Et il faut commencer par monter les pieds. Alors en fonction de votre bureau, si vous avez un bureau plus ou moins grand, Creality a prévu 3 positions pour chaque pied. Dans la configuration la plus large, l'espace entre les pieds est de 54 cm et dans la plus étroite, 37. Donc il y a un bel écart. Moi je vais mettre les pieds aux emplacements les plus grands parce que j'ai un grand établi. Voilà, les pieds sont montés. Alors attention, l'espacement entre les pieds ne se règle qu'entre l'avant et l'arrière, pas entre la gauche et la droite. Le châssis, il fait 57 cm de large. Voilà, pour info. Pour 66 cm de profondeur environ. Hop, je vais remettre la machine sur ses pieds. L'étape suivante, ça va consister à monter la tête de laser sur son support. Et alors là, attention, regardez bien, le support de la tête bouge un peu. Alors ça, c'est pas grave du tout. Parce qu'en fait, vous voyez le petit demi-cercle ici, vous avez le même en dessous. En fait, c'est un rail sur lequel on a un galet sous le support de la tête et 2 autres sur le dessus qui permettent de faire coulisser la pièce comme ça. On a un écrou dont le trou n'est pas au centre. C'est un trou excentré et il va nous permettre de régler le jeu entre le galet du dessus et du dessous. Vous voyez, en fait, en tournant cette pièce-là, le galet qui se trouve sur l'axe ici va être rapproché ou éloigné du rail inférieur. Donc, pour pouvoir régler mon jeu, je vais tourner l'écrou dans ce sens. Voilà, je vois que j'ai beaucoup de jeu maintenant. Donc, je vais le tourner dans l'autre sens. Et là, j'ai plus de jeu du tout. Le support de la tête est toujours libre, mais j'ai plus de jeu. Je vais donc maintenant pouvoir monter la tête tranquillement, mais avant ça, je voudrais vous la montrer un petit peu. Si vous regardez dessous, vous pouvez voir, bien sûr, la buse d'où sort le faisceau laser. Et ici, peut-être, vous voyez un petit écran noir, un petit peu comme les anciennes télécommandes infrarouges. Ben, c'est justement une diode infrarouge qui se trouve là derrière et qui va permettre de détecter les départs de feu. C'est un capteur de détection de flamme. Sur le dessus de la tête, vous avez 3 indicateurs. Un qui vous signale que le flux d'air n'est pas suffisant. Un autre qui vous indique une détection de flamme. Et un troisième qui vous indique que la lentille n'est pas propre. Donc ces 3 paramètres-là, ils sont importants, il faut les prendre en compte. Sur le dessus de la tête de laser, on a une diode qui nous indique que le laser est sous tension, une autre qui nous indique que le laser est utilisé. Et on a aussi un bouton reset et un truc hyper intéressant.
Vous voyez, on a deux modes ici, le mode normal et le mode précis. Cette tête est très bien pensée. En fait, un laser, plus il est puissant, plus vous avez une succession de diodes dedans. Pour un laser 5 watts, vous avez une diode, pour un 10 watts, vous en avez deux, pour un 20 watts, vous en avez 4, et pour un 40 watts, vous en avez 7 ou 8. Chacune de ces diodes émet un rayon laser, et par un jeu de prismes, on cumule tous ces faisceaux laser pour en faire un plus puissant. Et donc au final, plus le faisceau laser est puissant, plus il est gros. Donc un laser de 40 watts est moins précis qu'un laser de 20 watts. Et bien cette tête-là, elle est capable de fonctionner en mode précis, donc en mode 20 watts. Avant d'utiliser la machine, vous appuyez 2 secondes sur le bouton de reset ici, et vous allez changer de mode, vous allez passer du mode précis au mode normal. Le mode précis, c'est 20 watts, et le mode normal, c'est 40. Et ça, je trouve que c'est très très bien vu, parce que ça permet d'avoir le meilleur des mondes. Il n'y a pas de compromis à faire. Avec un laser puissant, vous pouvez quand même être précis quand vous le voulez. On a aussi une prise USB ici qui permet de flasher la tête de laser, parce que la tête de laser a sa propre carte mère. Et ici, vous avez l'emplacement du flux d'air qui va ressortir par cette buse-là. Donc le montage, il est très simple. On a ici un système de rails à queue d'aronde. Derrière, la même chose. Vous voyez la queue d'aronde ici. Donc on va enfiler l'un dans l'autre. Et avec les deux vis sur le côté ici, on va pouvoir fixer la tête et par la même occasion, régler sa hauteur pour régler la focale. Il va falloir maintenant raccorder la tête de laser à la machine d'un point de vue électrique et aussi d'un point de vue pneumatique, puisqu'on a dit que l'air allait arriver ici. Et puisque je parle de l'arrivée d'air, vous voyez, la pompe à air, elle va être branchée sur le tuyau qui est intégré à la machine. La machine va piloter la pompe à air. Le tuyau d'air, il va passer par là. Je le sors de là et je l'enfile sur la tête, comme ça. Pour la partie électrique, le câble va venir se brancher ici. Donc je pars de la tête, je l'éloigne et je viens me brancher là. Attention, il y a un sens. Et le câble, je viens l'enfiler dans le chemin de câble où il y avait le câble pneumatique avant. Et sur le câble électrique, il y a des éléments de velcro qui vont permettre de mettre le tuyau pneumatique et le tuyau électrique ensemble. Alors évidemment, il ne faut pas serrer pour ne pas écraser le tuyau d'air. C'est juste pour le maintenir. Et voilà, le câblage est terminé. Il faut juste s'assurer ensuite que quand on promène la tête de laser, on peut aller d'un bout à l'autre sans être bloqué par les câbles. Et là, on est sûr que les câbles ne vont pas se prendre dans les trajectoires. Le montage, il va consister à installer la pompe à air, tout simplement. Donc il faut enlever le petit bouchon ici, brancher le tuyau dessus. Et pour la partie électrique, on vient se câbler ici, sur le côté. La pompe vient se brancher à l'avant gauche de la machine. Il y a une prise spécifique avec un détrompeur, il ne faut pas se tromper de sens. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez un petit potentiomètre qui va vous permettre de régler directement la puissance de la pompe sur la machine. Quant à la mise en marche et à l'arrêt, ça se fera par logiciel. Le câble électrique et le câble pneumatique sont suffisamment longs pour, si on veut, placer la pompe derrière la machine, par exemple. Moi, j'aime bien parce que ça permet de désencombrer l'avant de la machine. Les fils vont tous à l'arrière, c'est plutôt bien. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire le tour du propriétaire. Donc, de ce côté-là, on a vu qu'il y en avait le réglage de la pompe. Ici, bon, l'avant, hein. Sur le côté droit de la machine, vous avez un panneau de commande et les éléments de sécurité. Le premier élément, c'est un coup de poing qu'il faut enclencher puis réarmer pour pouvoir libérer la machine. Ça, c'est très important. Et le deuxième élément, c'est un système de clés qui va permettre de verrouiller la machine pour éviter que les enfants y touchent ou les gens qui ne savent pas s'en servir. Sachant que sur ce modèle-là, vous avez vu, j'ai coupé la machine ou mis en route la machine. Je peux enlever les clés dans les deux positions. Sur certains modèles plus sécurisés, quand la machine est sur on comme ça, on ne peut pas enlever la clé. Il faut absolument remettre sur off pour pouvoir l'enlever. Et sur l'avant de la machine, mais sur le côté droit, on a l'interrupteur marche-arrêt, une prise ici pour l'alimentation qui va permettre d'alimenter à la fois les moteurs, le laser et la pompe à air, une prise USB-C qui va permettre de piloter la machine depuis un ordinateur, et un port micro SD qui va permettre de piloter la machine, cette fois-ci à partir du panneau de commande. Bien entendu, le câble qui permet de piloter la machine depuis un ordinateur est fourni. Et la carte SD aussi, elle est là-dedans. Ça, c'est un adaptateur pour pouvoir la lire depuis un port USB.
Et sur cette carte SD, vous allez retrouver la notice, des vidéos de montage, des vidéos d'explication pour pouvoir updater les firmware, et également des recommandations pour des vitesses et des puissances pour graver et découper. Pour que la machine fonctionne, il ne reste plus qu'à brancher la lime, donc on va le faire tout de suite. Donc l'alimentation, c'est ici. Encore une fois, il y a un détrompeur. Voilà. Et donc en comptant tout le câble, c'est-à-dire depuis ici jusqu'à la lime et ensuite le câble 220 volts, vous avez à peu près 2,20 m de câble. Alors je ne vais pas vous faire l'article plus que ça sur cette machine, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la version 22 watts parce que c'est exactement la même base. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la connecter à la machine, ça aussi je ne vais pas vous montrer comment, allez voir la première vidéo. Et je vais comparer les caractéristiques de cette machine avec l'autre. En termes de vitesse, je pense qu'on va être exactement pareil, voire un peu moins rapide, parce que la tête est plus grosse et peut-être un peu plus lourde. Mais bon, ça ne doit pas jouer beaucoup. La seule chose que je voudrais dire, c'est que Creality a fait un truc super bien. Et ça, j'en avais pas parlé. Je ne sais pas si ça va être très visible. Je vais le scanner et puis je vais vous le mettre sur l'écran. En fait, vous avez tout un mode opératoire pour travailler avec la carte SD ou avec le PC. Donc toutes les étapes à suivre sans se tromper pour pouvoir travailler en sécurité. Donc ça c'est vachement bien pour les débutants, je vous invite à afficher ça près de la machine ou tout du moins à l'avoir pas très loin, au moins pour les premiers temps, le temps que vous vous fassiez à la manip. Alors on peut constater en démarrant la machine plusieurs choses. Elle est rapide et la tête laser fait plus de bruit que la pompe à air. Donc quand la pompe à air tourne, vous voyez que ici le voyant d'air est vert. Et quand la pompe s'arrête, on a une alerte. Sur le dessus de la tête, on voit qu'on a à la fois le mode précis et normal. Ça veut dire qu'on est en mode normal en fait. Et si j'appuie 2 secondes sur le bouton de reset ici, je passe en mode précis. Donc là, j'ai bridé entre guillemets la tête laser à 20 watts. Je ne vais pas utiliser toutes les diodes en fait. Et là, je reviens full patate. Je vais faire un premier test de rapidité. Ce test va consister à faire le tour d'un carré de 25 cm de côté 10 fois, ce qui fait 10 mètres. Et à partir de là, on va déterminer la vitesse. Et ce test, il est particulièrement intéressant parce qu'on va tester les axes les uns après les autres. D'abord, on va se déplacer d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre, mais jamais deux côtés en même temps. Pour pouvoir tester les mouvements simultanés sur 2 axes, ça sera le test suivant. Allez, c'est parti pour le premier test. On va faire donc le tour de ce carré qui fait 250 par 250 mm de côté. On va aller à une vitesse très rapide, 50 000 mm par minute. On ne les atteindra certainement pas. Et avec une puissance de laser de 0%, parce que pour le coup, là, je ne veux pas l'utiliser. C'est juste un test de vitesse. 10 passages pour faire 10 mètres. Je me prépare à lancer le chrono en même temps que le programme. 1, 2, 3. « 1 minute 12 70, donc autant dire 1 minute 13, c'est-à-dire exactement le même temps que la version 20 watts, ce qui n'est pas étonnant, c'est la même base. On va faire maintenant le deuxième test, et là aussi, je pense que les résultats seront similaires. Et donc ce deuxième test, il va permettre de tester le déplacement des axes simultanément en faisant le tour d'un cercle qui fait exactement 318,5 mm de diamètre, ce qui correspond, d'après la règle de Pierre, à un périmètre d'1 mètre approximativement, mais très proche. Voilà, donc encore une fois, on va faire 10 passages, toujours à la vitesse max et à une puissance de laser nulle, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. « 57 secondes, encore une fois le score est identique et c'est logique. Mais pour le test suivant, j'espère bien qu'il va y avoir une différence. Je vais couper ce bout de bois en un minimum de passes. Ce bout de bois, il fait 19 mm d'épaisseur environ, il a des fibres assez rapprochées, il est assez dense, et je découpe systématiquement ce même morceau de bois pour tous mes tests de laser, ce qui permet de faire un comparatif exhaustif. Certains lasers ont eu du mal à le découper, notamment les peu puissants. Les lasers plus puissants l'ont découpé sans problème, mais l'idée c'est quand même de le découper avec un minimum de passes. C'est ce qu'on va faire maintenant, mais avant ça, je vais protéger mon établi en mettant dessous un nid d'abeilles. Alors pour cette découpe, je pourrais me contenter du petit bout de plaque qui est fourni d'origine avec la machine, mais pour le coup, en option, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant.
Ce modèle-ci qui est adapté aux dimensions de travail de la machine. Cette plaque en soi va suffire pour protéger mon établi lors de la découpe du bois. Par contre, le laser, quand il va passer, la chaleur va avoir nulle part pour partir, puisque la plaque se trouve juste dessous le matériau, et le bois aura tendance à brûler un petit peu. Donc pour éviter ça, l'idéal, c'est d'utiliser un panneau en nid d'abeille, comme ça. Donc le nid d'abeille, on l'appelle comme ça parce qu'il est alvéolé, et le laser peut passer dessous. Le laser et les vapeurs chaudes aussi, et les fumées. Évidemment, ce plateau, il est aussi aux dimensions de travail de la machine. C'est même un peu juste pour l'installer. C'est aussi parce que j'ai pas remonté la tête de laser et que ça tape dessus. Voilà, c'est mieux. Donc avec ça, je vais pouvoir faire mes découpes sans problème. Mais avant de faire ça, évidemment, il va falloir que j'enlève le film de protection de la plaque. Sans ça, ça va cramer. Contrairement au nid d'abeille que j'ai l'habitude de voir, celui-ci a des alvéoles un peu plus larges. Alors l'inconvénient, c'est que si vous avez des toutes petites pièces, elles vont plus facilement pouvoir tomber dans les trous. Mais enfin, c'est quand même des petites alvéoles, elles font moins d'1 centimètre. Mais détail intéressant aussi, il y a des pieds qui font à peu près 1 centimètre de hauteur, ce qui fait qu'il va y avoir un flux d'air sous le lit qui va faciliter encore l'échappement des fumées. Donc ça, c'est sympa. Pour faire la découpe du bois, il va falloir régler la focale, c'est-à-dire la distance entre la tête de laser et la matière à découper. Pour ça, on a une cale. Alors cette cale, elle a 3 positions, vous voyez, 3 épaisseurs. L'épaisseur la plus grande, c'est pour graver et pour couper des morceaux de contreplaqué de 1 à 3 mm. Et ensuite, vous pouvez descendre la tête de laser pour découper du bois de 4 à 6 mm et du bois à plus de 6 mm. Quoi qu'il en soit, donc je vais faire comme si j'allais graver, alors que je vais découper quand même. Donc je vais utiliser la position la plus haute de la cale. Donc je mets ma cale sur la pièce et sous la tête. Voilà, je me mets en butée. Je bloque la position de la tête. Je retire ma cale et c'est réglé. Alors cette fois-ci, j'ai dessiné juste un trait qui fait 55 mm de large parce que le bout de bois en fait à peu près 45. Et l'idée, ça va être de se placer maintenant au bon endroit. Donc j'ai normalement placé la tête de laser comme il faut. Je vais faire un cadrage pour vérifier ça. Là, c'est bon. Et au niveau des paramètres de coupe, cette fois-ci, on va descendre la vitesse à 150 mm par minute. Donc c'est une vitesse beaucoup plus lente qui est adaptée à la découpe et pas à la gravure. Et la puissance, là, on se met full patate, 100%. En mode ligne et en mode puissance constante. Le mode ligne, ça veut dire qu'on va suivre les traits de la trajectoire. Et l'option de puissance constante, c'est préconisé pour les découpes, c'est-à-dire que si je demande 100%, j'aurai toujours 100%, contrairement au mode désactivé, qui va améliorer les gravures, c'est-à-dire qu'au moment où la machine va vouloir s'arrêter pour faire demi-tour quand elle fait des mouvements de va-et-vient, elle va adapter la puissance du laser à la vitesse de la tête pour avoir une gravure homogène aussi pendant l'aller-retour, ce qui évite de cramer les bords d'une photo qu'on grave. Donc ça, je le laisse. Et je laisse aussi la commande pneumatique. Par contre, je ne vais pas faire 10 passes, je vais en faire qu'une. Je mets les lunettes et on teste. Je vérifie que je suis bien positionné d'abord. Autoguidage, cadrage. C'est parfait. Je suis en mode 40 watts. Je vérifie sur le dessus de la tête. Et je fais une passe. Ça fume beaucoup, c'est bien normal. Qu'est-ce que ça donne? On n'est pas passé derrière. Alors je vais remettre mon bois et je vais tester 2 passes. Une et 2. Alors cette fois-ci, le laser a traversé par endroits, pas partout, mais c'est quand même une première. Hein. C'est le premier laser qui arrive à traverser cette pièce de bois en 2 passes. Si j'essaye de la couper, c'est pas encore le cas. Donc je sais qu'on va pouvoir le faire en 3 passes sans problème. Ça fait du bien quand la ventilation s'arrête. Donc on va tenter 3 passes. Cette fois-ci, je vais faire 3 passes d'un coup. Et c'est parti.
Donc là, j'ai demandé 3 passes et pas 3 fois une passe. Donc le laser optimise les trajectoires et il fait la deuxième passe dans l'autre sens. Cette fois-ci, on a traversé un peu plus, mais pas complètement encore. C'est pas étonnant parce que j'ai pris la cale en position gravure et pas en position découpe. Et effectivement, j'ai un peu triché. Donc je vais refaire un essai avec 3 passes, mais en mettant cette fois-ci la position la plus basse. Donc celle qui est donnée pour les morceaux de bois de plus de 6 mm. Donc je vais descendre un petit peu la tête de laser en fait. On réinitialise la machine parce que je l'ai déplacée à la main. Le petit cadrage qui va bien. Et c'est parti, toujours 3 passes. Ah bah là on y est là. Voilà, sans forcer, c'est découpé nickel. Je vais maintenant essayer de voir avec vous les particularités du mode précis et du mode normal. Je vais découper 2 carrés de 40 par 40 mm, une fois en mode précis, une fois en mode normal. On va les mesurer et on va voir s'il y a une différence. Je dessine mon carré. Il doit faire 40 par 40. Voilà, on va le laisser là, il est très bien. Je vais faire mon petit cadrage. Et on va faire une seule passe d'abord à 150 mm par minute et à 100% de puissance. Ces paramètres, je ne vais pas les bouger, c'est les paramètres de la tête de laser que je vais changer. Pour le premier test, on est en mode précis, c'est-à-dire en mode bridé à 22 watts. On va voir ce que ça donne. Il faudra peut-être un peu plus qu'un passage, mais on verra. Alors, qu'est-ce que ça dit? On y est presque. Ça a découpé, mais pas partout. Il manque quelques fibres, vraiment. C'est pas mal déjà, hein. On voit qu'il est puissant quand même le laser. Là, on est bridé à 22 watts. Et pour info, on découpe du sapin de 10 mm d'épaisseur. C'est très correct, hein. Bon, on va quand même faire 2 passes, tant pis. Je mets une deuxième passe. Non, je vais faire une seule passe. Je vais réduire la vitesse à 100 mm par minute. Ce que je voudrais, c'est mesurer l'épaisseur de la découpe. Et donc pour ça, j'aimerais que le laser ne passe qu'une seule fois. Voilà, donc là, on voit que le bout de bois est découpé. Donc, je vais réinitialiser la machine. Je vais déplacer le carré d'encore 50 mm vers le haut. Voilà, et sans toucher au paramétrage, je vais quand même remonter la vitesse à 150 mm par minute. Ça suffira largement avec 40 watts. Je laisse 100% de la puissance, mais cette fois-ci, je passe en mode full patate, en mode normal. Voilà. Oh, le laser, il fait le bruit d'une torche, là. Pour éloigner la tête sans m'embêter, j'utilise cette fonction-là de Lightburn qui permet de positionner la tête où on veut directement d'un simple clic sur le dessin. C'est super pratique. Donc là, je le mets en haut à droite. Je vais éteindre la machine parce qu'on ne s'entend plus. Alors, on va commencer par la première découpe en mode bridé, ici.
Donc là, on a 39,6 mm par 39,9 mm. Donc ça voudrait dire que cet axe-ci, si on pouvait le régler, ça serait pas mal, peut-être. Et pour les dimensions du trou, 40,1 mm par 40,3 mm. Et pour l'autre découpe en mode normal, full patate, 40 watts, on a 39,6 mm par 39,8 mm, 40,3 mm par 40,4 mm. Donc ça veut dire qu'en mode bridé, on a un écart de dimension entre l'intérieur et l'extérieur entre 4 et 5 dixièmes, ce qui veut dire qu'on a un trait d'une épaisseur de 2 dixièmes à 2 dixièmes et demi. Alors ça, c'est modulo la précision de mesure, hein, puisque mon pied à coulisse n'est qu'au dixième. Et à ce niveau d'échelle, c'est important. Quant à la découpe version 40 watts, on a un écart entre les dimensions du trou et la pièce découpée entre 6 et 7 dixièmes, ce qui veut dire que le trait fait entre 3 et 3,5 dixièmes de millimètre. Donc on a quand même une épaisseur de trait mesurable, pas négligeable, un quart de millimètre, c'est pas rien. Alors on arrive du coup sensiblement au même résultat, sauf qu'ici on est plus précis et ici on est plus rapide. Donc maintenant c'est à vous de voir. La différence de précision, elle est d'environ 1 dixième de millimètre. En revanche, la différence de vitesse, elle n'est pas négligeable. En mode 22 watts, pour découper ces 10 mm de bois, j'étais à 100 mm par minute. À 40 watts, j'étais à 150 mm par minute et je suis persuadé que je pouvais aller beaucoup plus vite. Probablement à 200 mm, voire plus. Bon, on a vu ce que donne la différence de puissance pour les découpes. On va voir ce que ça donne pour les gravures. Ça, c'est le contenu de la carte SD. D'ailleurs, au passage, vous voyez, les répertoires, ils sont à la fois en anglais et en chinois. Windows en version française n'apprécie pas trop les caractères chinois. Vous allez toujours pouvoir vous promener dans les répertoires comme ça. Par contre, si vous essayez d'ouvrir un fichier dans lequel le chemin contient des caractères chinois, il se peut que ça se passe mal. Dans ces cas-là, vous faites comme j'ai fait ici. Vous renommez le fichier, vous supprimez les caractères chinois et ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, pareil pour les noms de fichiers, bien sûr. Donc ici, dans les sample files, c'est-à-dire des fichiers modèles, on a des modèles pour les machines de 12 watts, 22 watts et 40 watts. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes modèles. Donc si je vais, par exemple, ici, et que j'ouvre pour la version 22 watts ce fichier-là, je me rends compte que Creality, pour les gravures, a paramétré la vitesse à 6000 mm par minute et la puissance à 40%. Tandis que pour les découpes, on est à 700 mm par minute pour une puissance de 100%. Maintenant, si je cherche le même fichier, mais prévu pour un laser de 40 watts. On voit qu'on se déplace à la même vitesse pour la gravure. Par contre, on ne grave plus qu'à 25% de puissance. Et ça, c'est super intéressant pour la durée de vie de la tête de laser. Parce qu'il faut savoir que les têtes de laser ont une durée de vie. Et que si vous l'utilisez tout le temps à 100%, vous allez l'user beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme si vous restez en fond de première avec votre voiture. Ça m'étonnerait que vous arriviez à franchir le cap des 100 000 km. Et au niveau de la découpe, on est cette fois toujours à 100% de puissance, mais on est à 1000 mm par minute. Donc on va plus vite. Donc on gagne du temps. Donc ce que je vous propose, c'est de graver ces deux modèles, une fois en mode bridé et une fois en mode normal, puisque la machine le permet, et on va essayer de voir s'il y a une différence au niveau de la qualité de gravure. Puisque j'ai ouvert le fichier pour la version 40 watts, on va commencer par celui-ci. Et ce que je vous propose, c'est de profiter de ce test pour voir comment on utilise la machine sans ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que ce fichier de 40 watts, je vais le prendre, le G-code là, et je vais le mettre à la racine de la carte SD, ici. La carte SD, je vais la coller dans le lecteur de la machine. Je débranche la partie USB, on n'en a pas besoin. La machine n'a pas d'écran, donc on ne peut pas choisir quel fichier on va graver. Par contre, elle est conçue de telle manière qu'elle va lire le fichier G-code qui se trouve à la racine de la carte SD. Si vous avez plusieurs fichiers, ça ne va pas fonctionner. Si vous avez des fichiers dans des répertoires, ça ne marchera pas non plus. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un fichier à la racine de la carte SD. C'est pour ça que je l'ai posé. Il peut y avoir d'autres fichiers sur la racine, du moment que ce n'est pas du G-code, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la machine. Quand ça passe en vert, c'est qu'il n'y a pas de défaut. Je vais l'initialiser avec le bouton maison ici.
Voilà. Et je vais graver maintenant le fichier sur ce bout de bois qui est fourni avec la machine. Donc j'imagine que c'est les bonnes dimensions. Pour savoir où le positionner, eh ben, je vais le placer par là et je vais appuyer sur le bouton frame. C'est-à-dire que je vais demander à la machine de faire le contour de ce qui va être gravé et découpé. Voilà, donc a priori les dimensions de la gravure et du bout de bois correspondent. Par contre, mon bout de bois il est mal placé. Donc il va falloir que je ramène le laser par ici. Et pour ça, bah, c'est très simple. J'appuie sur ce bouton. Voilà. Voilà, maintenant le laser il est sur le bois. Si je veux peaufiner et centrer un petit peu, évidemment je peux le faire. Et quand je suis prêt, bah, je demande à la machine de commencer le boulot, tout simplement en appuyant sur Play. A priori, on peut mettre en pause, je vais tester. Effectivement, on peut le faire. Si je relance, ça marche aussi. Bah, c'est une bonne nouvelle. Et voilà ce que ça donne, grosso modo. On verra en détail tout à l'heure. Pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Et je vais faire la même chose avec la gravure prévue pour le laser de 22 watts là-dessus, en mode bridé. Alors je prends le fichier G-code pour la machine de 22 watts. Je le copie celui-là. Je le mets à la racine de la carte. Ici. Et je supprime celui qui est prévu pour la version 40 watts, pour que la machine n'en retrouve qu'un. Je peux maintenant éjecter ma carte SD et la mettre sur la machine. Je pense qu'on peut faire le frame directement, la machine va s'initialiser avant, on va vérifier. Elle n'est pas d'accord. Alors il faut l'initialiser. Maintenant, tu veux bien? Toujours pas. Bon, l'inconvénient d'une machine qui bip sans écran, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Du coup, je voulais aller voir la doc qui se trouve sur la carte SD. Et il se trouve que la machine m'a écrit un fichier erreur.log qui stipule qu'il n'y a pas de fichier G-code à la racine de la carte SD. Bon, le problème, c'est qu'en faisant ça, la machine a effacé la carte SD, tout simplement. C'est pas très malin, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site du fabricant, je vais aller récupérer le contenu de la carte SD, le remettre sur la carte SD pour pouvoir faire les tests. Je te jure. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai récupéré le contenu de la carte SD. Donc, je vais récupérer le fichier de 22 watts. C'est celui-là. Je vais le mettre sur la carte SD. Carte SD que j'ai formatée pour éviter d'avoir des problèmes de lecture comme je viens d'avoir. Et je colle mon fichier. Voilà, maintenant il n'y a que le fichier là-dessus. Et on passe sur la machine. Allez, j'enfile la carte SD dans la machine. Je démarre. Cette fois-ci, ça fonctionne. Je fais ma mise au point. Bon, allez, à la grosse, c'est par là. J'affinerai avec les flèches. Plus bas. Plus à droite.
Voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai gravé le fichier optimisé pour le laser de 20 watts, mais avec le laser avec une puissance de 40 watts. Alors, c'est pas grave, c'est quand même intéressant. On va voir les petites différences entre celui-ci et celui-ci. Je vais refaire une gravure avec le fichier optimisé pour 20 watts, avec le laser réglé cette fois-ci à 20 watts. Alors voilà le résultat de la gravure du modèle 20 watts avec le laser en mode 20 watts. Alors il y a eu un petit souci au détachage ici, mais c'est peut-être lié à un défaut du contreplaqué, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, la qualité est là. Maintenant, on va comparer ces modèles. Les deux premiers modèles à comparer, c'est ceux-là. Celui-ci, c'est le modèle de 40 watts gravé avec le laser en mode 40 watts. Et celui-ci, c'est le modèle optimisé pour un laser de 20 watts, mais quand même gravé avec un laser de 40 watts. Donc ça veut dire que ces deux modèles ont été gravés avec les mêmes caractéristiques de puissance. Par contre, celui-ci a été gravé moins vite. Donc le laser a passé plus de temps pour graver. Et donc par conséquent, il a creusé plus. Il n'a pas brûlé plus, mais il a creusé plus. La différence, on ne la voit peut-être pas à la caméra, mais regardez bien. Ici, vous avez la première couche de contreplaqué qui est dans ce sens. On voit les fibres comme ceci. Et si vous regardez les yeux du masque ici, les fibres sont elles aussi dans le même sens. Ça veut dire que ici et là, c'est la même couche de contreplaqué. Or, un contreplaqué, comme son nom l'indique, la première couche a les fibres dans ce sens, la deuxième couche dans ce sens, la troisième dans ce sens, etc. C'est un sandwich qui permet de stabiliser le contreplaqué. Mais regardez ici. Là, on est sur la première couche, les fibres sont dans ce sens. Mais ici, on a gravé un peu plus et on a attaqué la deuxième couche. Et on le sent au doigt. Alors, je vous le dis parce que vous ne pouvez pas le sentir, évidemment. Mais ici, on est beaucoup plus creusé que là. Et vous pouvez le voir parce qu'effectivement, dans le masque ici, on a atteint la deuxième couche et les fibres sont verticales, alors qu'ici, elles sont horizontales. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose globalement. Au niveau du trait, ici, on est aussi plus creusé, évidemment. Mais globalement, on a des résultats qui sont similaires, tout du moins à la caméra. Sur ce comparatif, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, sachant qu'ici, on est en mode 40 watts et là aussi, ça veut dire que la focale est la même et le point de laser fait la même taille, quoi, finalement. Alors si maintenant je supprime ce modèle-là et qu'à la place je mets celui-ci, on a maintenant le modèle prévu pour un laser de 40 watts gravé avec le laser en mode 40 watts et ici le modèle prévu pour les lasers 20 watts gravé avec le laser bridé à 20 watts. Globalement, on a là encore une fois quelque chose de similaire. Au niveau du creusage, on est sur quelque chose de pareil. Ici, j'ai l'impression pourtant qu'on est un petit peu plus fin, mais c'est pas facile à dire parce que le design de la mascotte de Creality, on ne peut pas dire que les designers de Creality se soient foulés, hein, c'est pas plein de détails, mais j'ai l'impression quand même que l'aplat ici est un peu plus uniforme, mais ça ne veut pas forcément dire que le laser est plus fin, c'est peut-être le matériau qui est différent. Sa boîte du contreplaqué, ça reste du bois. Donc, ce test-là, il n'est pas concluant, on va en faire un autre. Du coup, j'ai pris une photo au pif sur Internet, je l'ai faite pas trop grande, 60 mm de large par à peu près 40 et j'ai reproduit les caractéristiques de vitesse et de puissance pour le laser en mode 20 watts. J'ai piqué les paramètres dans le fichier de la mascotte qu'on a gravé juste avant. J'ai pris une photo pas très grande, c'est fait exprès, ça permet de limiter le temps, de toute façon le test sera le même. Donc je vais placer du bois ici et on va commencer à graver dans la tête de la mascotte là. Puis à la réflexion, vu comme ça a creusé quand on a gravé là, je vais réduire drastiquement la puissance. Je vais la diviser par 4, on va passer à 10% et on va garder la vitesse. Allez, c'est parti. Bon, j'ai l'impression que j'ai vraiment bien fait de réduire la puissance. Sans ça, il ne restait rien du dessin. On va maintenant tester en mode 40 watts. Et après, on va comparer les deux. Bon, je vous ai dit une bêtise, le premier test, c'était pas 20 watts, c'était 40. Maintenant, je ne change rien aux caractéristiques du dessin, mais je passe en mode 20 watts. Voilà. Alors déjà, pardon pour la qualité de la vidéo, je sais que c'est pas facile de filmer et j'espère que vous allez voir quand même les détails. Il y a des détails très intéressants sur ce premier modèle, donc là c'est la version 20 watts. Déjà, vous voyez les petites traces noires ici peut-être.
ce sont les traces laissées par le laser lorsque j'ai fait le cadrage. Il faut savoir que j'ai réglé le laser à 0,2% de sa puissance pour faire le cadrage. Donc 0,2% de 20 watts, ça fait vraiment pas beaucoup et déjà ça marque le bois. Donc attention avec ces lasers, hein, ils sont quand même relativement puissants. Ici donc sur cette configuration en 20 watts, je vous rappelle qu'au max on a mis 10% de la puissance. Donc on n'aura pas beaucoup de contraste parce qu'on est entre 0 watts et 2 watts finalement. Ce qui fait pas beaucoup. Et pourtant, si on déjà fait abstraction du fait qu'on grave sur du bois, c'est beaucoup plus simple de graver des photos sur du médium par exemple parce que c'est beaucoup plus uniforme. Ici ce qu'on voit le plus ce ne sont pas les signes mais plutôt le veinage du bois. Pourtant, si vous regardez le haut de l'image, vous allez vous rendre compte que quand même, on a des petites nuances de contraste. Alors évidemment, c'est pas grand-chose parce que le choix n'est vraiment pas bon de graver sur une plage entre 0 et 2 watts. C'est pas là qu'on aura la meilleure qualité d'image. Il vaut mieux graver par exemple 3 fois plus vite et mettre 3 fois plus de puissance qui va vous donner une plage de nuances de gris aussi 3 fois plus grande. Donc là, on est très limité. Entre 0 et 2 watts, on a quand même les signes, on les distingue, c'est pas grand-chose. Et si on regarde la version 40 watts, vous allez voir que c'est plus net, effectivement, parce qu'on est plus puissant, donc on a une plus grande plage de puissance. Donc à 10% de 40 watts, on est entre 0 et 4 watts. Et vous voyez, si j'essaye de les mettre côte à côte, on a quand même plus de détails ici que là. Parce que le trait de laser est plus fin. Alors, vous le voyez peut-être pas vous, mais faites-moi confiance, hein. Ici, par exemple, tout est noir, tout est bouché, alors qu'ici, on voit de la végétation, on voit des trous dans la végétation, on voit le ciel. Voilà. La première de mes conclusions, c'est qu'effectivement, je n'ai pas pris le meilleur des exemples ici. Ça, c'est flagrant. La deuxième chose, c'est qu'on a un laser très polyvalent. Si on prend un matériau beaucoup plus homogène, on va avoir un résultat beaucoup plus fin. On le voit ici avec la version bridée. Et on ne perd pas l'avantage d'un modèle de laser puissant où on va pouvoir graver plus vite et aussi découper plus vite, au détriment d'un point de laser très légèrement plus gros. Donc avec cette tête de laser, on a le meilleur des deux mondes. Allez, on passe au bilan. J'ai déjà fait un bilan de la machine 22 watts, je vous invite fortement à aller la voir, elle est le parfait complément de celle-ci. La différence, c'est bien entendu la tête de laser qui apporte une grande polyvalence. Entre un faisceau précis et un faisceau puissant en fonction des situations, on n'a pas de compromis à faire avec cette machine. Alors au niveau des points forts, la machine est livrée montée, il faut quand même l'optionner avec un lit de découpe. Et elle a, à mon avis, une longue durée de vie. D'abord parce qu'elle a l'Air Assist qui est de série et qui est piloté. Ça, c'est vachement bien. Ça permet en plus de ne pas l'oublier. Il y a aussi le monitoring de propreté de la lentille. Ça, c'est quelque chose dont on ne pense pas beaucoup, mais c'est important parce que si la lentille est sale, ben vous pensez bien que quand le laser va passer dessus, la crasse va chauffer à un point tel que la lentille peut se fendre. Et là, forcément, ça marche moins bien. Et la grande puissance de la tête de laser permet de ne pas utiliser le laser justement tout le temps à pleine puissance. Encore un paramètre qui participe à la durée de vie. Et dans une moindre mesure, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de câble qui traîne. Ça aussi, ça peut participer à la durée de vie de la machine. Parmi les autres points forts, il y a le mode autonome de la machine. Ça, vous savez que j'aime bien parce que dans l'atelier, il y a beaucoup de poussière et j'aime pas trop y laisser traîner un ordinateur. Là, on n'a pas forcément besoin d'un ordinateur pour piloter la machine. Par contre, il manque un écran pour les erreurs. Ça, c'est dommage. Comme je le disais tout à l'heure, la tête est puissante et polyvalente. Il y a un écart de précision à peu près au quart de millimètre en pleine puissance. C'est très suffisant en menuiserie, par exemple, pour découper des gabarits. Donc si c'est pour ça que vous voulez utiliser la machine, elle est très très bien pour ça. Alors parmi les points faibles de cette machine, il y a d'abord le fait qu'elle soit pas si rapide que ça. C'est dommage parce que la tête de laser est très puissante et on aurait pu avoir une machine hyper efficace. Il y a aussi la cale de focus qui date du siècle dernier, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais c'est vrai qu'on a d'autres méthodes pour faire le focus, comme l'autofocus motorisé, ou dans une moindre mesure, sans être trop geek, une pige, quoi. Tout simplement, intégrée à la tête, c'est quand même beaucoup plus pratique. La cale, on peut la perdre, et ça, sans cale, après, c'est compliqué d'utiliser la machine. Un autre détail qui est dommage, c'est que le lit de découpe en nid d'abeille est en option, et au prix de la machine, bah, ça fait râler quand même. Encore un petit point faible, c'est pas vraiment un point faible, mais je vais le caser là-dedans, c'est le fait que la tête de laser est très bruyante quand elle est ventilée. Et ma foi, c'est un peu normal, parce que même si elle est grosse, le ventilateur dedans ne peut pas être gigantesque, du coup il faut qu'il tourne vite pour refroidir les 8 diodes et toute l'électronique. Il y a quand même beaucoup de puissance là-dedans. Donc c'est pas étonnant. Encore un point faible, encore que là pour le coup je suis pas sûr de mon coup, il s'est passé quelque chose, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas pu lire le contenu de la carte SD. Il y a eu un défaut, donc la machine l'a détecté, elle cherchait du G-code qu'elle ne trouvait pas.
et elle a écrasé le contenu de la carte SD pour mettre un fichier de log. Donc déjà, d'une part, sauvegarder le contenu de la carte SD, ça de toute façon c'est une bonne habitude, que la machine soit en mode autonome ou pas, faites des sauvegardes, ça c'est clair et net. Mais je ne suis pas certain que la machine ait un défaut et qu'elle écrive dans la log en supprimant toute la carte. Je pense au contraire qu'il y a eu un problème d'écriture sur la carte qui fait que j'ai perdu toutes les données qui sont dessus et qu'au moment de lire le fichier, la machine n'a rien pu lire et a à ce moment-là ajouté un fichier de log, ajouté sur quelque chose qui est vide. C'est pour ça que j'ai formaté la carte pour continuer, pour être certain qu'il n'y ait pas un problème avec elle. Mais si ça se trouve, j'ai un problème soit avec mon lecteur de carte SD sur mon PC, soit sur la machine, soit la carte SD en elle-même. Ça peut arriver avec les cartes SD. Donc là, pour le coup, ce défaut, entre guillemets, prenez-le avec des pincettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si les lasers vous intéressent et que vous voulez voir d'autres tests, allez voir par ici. Sinon, vous pouvez voir ici des tests d'outillage. Et bien sinon, filez bricoler. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!